On m'a demandé de parler de souveraineté alimentaire et agricole. À vrai dire, souveraineté alimentaire, je sais ce que c'est. Souveraineté agricole, je me doute, mais bon, on pourra en rediscuter. Et je voudrais faire un focus sur les enjeux des orientations des politiques à l'échelle européenne. Donc, après avoir un peu réexpliqué ce que c'est que la souveraineté alimentaire, je donnerai quelques indicateurs de dépendance alimentaire essentiellement à l'échelle française et en tirer quelques points de discussion sur les enjeux des politiques. Donc, en fait, le concept de souveraineté alimentaire, il est né d'une opposition de mouvements agricoles altermondialistes au processus de libéralisation du commerce suite à l'accord agricole de l'Uruguay-Rande en 1994, la mise en place de l'Organisation mondiale du commerce en 1995. Et donc, Via Campesina, en marge d'un sommet pour l'alimentation, définit la souveraineté alimentaire comme un droit des États, des populations, des communautés à maintenir et développer leur propre capacité à produire leur alimentation, définir leur propre politique alimentaire, agricole, territoriale, lesquelles doivent être écologiquement, socialement, économiquement et culturellement adaptées à chaque spécificité. Donc ce qui est nouveau dans ce concept par rapport à ce qui existait avant, qui concernait la sécurité alimentaire, c'est de subordonner les politiques agricoles et commerciales, c'est-à-dire qui régissent aussi les échanges entre les territoires et l'extérieur, à la volonté des peuples en termes d'alimentation. Et donc évidemment, présenté comme ça, c'est un concept sur lequel, au moins en apparence, les producteurs et les consommateurs, qui pourtant du point de vue économique ont des intérêts divergents, semblent s'accorder. Mais pour autant, ce concept tel qu'il est défini ne définit absolument pas les politiques qui sont nécessaires, la nature des stratégies à développer pour y parvenir. Comme l'a rappelé le dernier rapport de France Agrimer sur le sujet en 2023, le concept de souveraineté alimentaire, ce n'est pas du tout la recherche de l'indépendance absolue, mais plutôt la maîtrise considérée comme suffisante des dépendances externes. Et finalement, la question qu'on se pose au regard de la souveraineté alimentaire, c'est qu'est-ce qu'on veut produire, consommer, importer, exporter. Donc ça réfère effectivement à une stratégie agricole, alimentaire, commerciale au niveau européen. Ça réfère forcément à la politique agricole commune. Il n'y a pas de politique alimentaire commune aujourd'hui. Et à la réglementation européenne en matière de ce qu'on souhaite voir mettre sur le marché européen et en matière commerciale pour voir ce qu'on souhaite taxer ou au contraire favoriser les importations et la nature aussi de ce qu'on souhaite importer et les règles qu'on souhaite voir appliquées aux produits importés. Au niveau européen, le solde commercial agroalimentaire de l'Union européenne est positif de façon stable et continue. Ça veut dire que la valeur des exportations l'emporte sur la valeur des importations, et sachant qu'au niveau européen, qui est le premier exportateur de produits agroalimentaires au niveau mondial en valeur, mais le troisième aussi importateur, sachant que la valeur des exportations est basée essentiellement sur l'exportation de vin, d'alcool, de produits transformés à base de céréales, de produits laitiers, de sucre, tandis que la valeur des importations se retrouve essentiellement dans les produits tropicaux de contre-saison et énormément aussi les oléagineux, le soja destiné à l'alimentation animale. À noter que la définition du territoire qu'on utilise pour calculer ce solde commercial amène à un solde commercial qui est encore plus positif depuis le Brexit, puisque le Royaume-Uni est très fortement importateur de produits alimentaires, notamment depuis l'Union européenne, et que si, par exemple, demain on intégrait l'Ukraine, alors là, le solde commercial de l'Union européenne serait énormément plus important encore, vu que l'Ukraine est une immense exportatrice de produits agricoles et alimentaires. Mais ceci ne doit pas cacher que l'agriculture européenne est très dépendante de l'importation d'intrants, qu'il s'agisse de l'énergie, les carburants essentiellement importés, des engrais et des pesticides,
où quasiment la moitié à l'échelle européenne de l'azote, du phosphore, de la potasse et donc les fertilisants de synthèse sont importés, d'ailleurs de pays pour lesquels commercialement on a des relations problématiques, la Russie et la Biélorussie. Et en particulier, 97% des oléagineux utilisés pour l'alimentation animale en Europe sont importés, en particulier du Brésil et de l'Argentine. C'est moins au niveau français, mais au niveau européen, c'est énorme. Donc ça questionne la spécialisation en élevage de l'Union européenne, qui est d'ailleurs, si on ne raisonne pas en valeur, mais en calories, qui est importatrice nette de calories et de protéines depuis plusieurs décennies, du fait de cette dépendance très forte à l'importation de protéines végétales destinées à l'alimentation animale. Donc, comme je vous ai dit, définir une stratégie de souveraineté alimentaire, ce n'est pas rechercher l'indépendance alimentaire, mais c'est se mettre d'accord sur le choix des dépendances et les choix de production, les deux dépendances et de consommation. Alors, si on voulait rechercher, ne serait-ce qu'au niveau européen, où il y a énormément de commerce intracommunautaire, l'autosuffisance alimentaire, ça supposerait de modifier en très grande profondeur les choix de production et de consommation, parce que le consommateur aime la diversité, aime les légumes de contre-saison, aime les produits tropicaux, plein de choses comme ça, et mange une part importante de viande. C'est très peu compatible avec l'ambition d'être un grand exportateur de produits agricoles et alimentaires. C'est difficile de dire on n'importe rien, mais on vous exporte plein de trucs. Et c'est vraiment un leurre si on ne considère pas la dépendance aux facteurs de production. Sauf que, alors, je vais faire écho à un débat d'hier, mais à chaque échelle territoriale, son instrumentation politique, par rapport aux questions que j'ai évoquées, politique agricole et alimentaire, politique commerciale, et choix de plus d'autonomie à différents niveaux, eh bien on n'a pas les mêmes outils et il n'y a pas forcément un emboîtement parfaitement logique et cohérent des outils disponibles à chaque échelle. Au niveau de l'Union européenne, à chaque échelon, au niveau de l'Union européenne, on a une stratégie en principe adoptée en commun. Enfin, en tous les cas, on avait depuis 2020 le Green Deal qui s'était décliné au niveau agricole et alimentaire par Farm to Fork. On a des règles de marché unique européen, de libre circulation des marchandises entre pays européens, qui sont basées sur une réglementation unifiée qui s'impose à tous ceux qui mettent sur le marché européen les produits. On a une union douanière et une politique commerciale commune aux frontières de l'Union européenne vis-à-vis des pays tiers. Et les règles de ce commerce et les négociations d'éventuels accords commerciaux bilatéraux se font par un vote au Parlement européen, donc la collectivité des citoyens qui peuvent avoir une influence là-dessus, c'est lors des élections aux élections européennes. De la même façon pour le budget communautaire, dont un tiers reste dévolu à la politique agricole commune, c'est aussi au niveau européen que se décide le budget qui est voté par le Parlement, qui a le dernier mot. Au niveau de la France, évidemment, il y a et au niveau de chaque État membre, il y a une déclinaison nationale de la PAC par le plan stratégique national qui est piloté par l'exécutif national et dont les orientations dépendent évidemment ou devraient dépendre de l'issue des urnes. Et on a d'autres politiques nationales qui dépassent le secteur, mais qui peuvent avoir quelque chose à voir avec la notion de souveraineté alimentaire, si on a développé une vraie politique alimentaire, de lutte contre la pauvreté, mais aussi toutes les politiques de développement économique et de développement régional ont quelque chose à voir aussi, pourraient avoir quelque chose à voir aussi avec des choix en matière de souveraineté. Et au niveau d'un territoire infra ou des collectivités territoriales, bien entendu, il y a des outils, alors dotés de très faibles budgets, mais qui peuvent aussi faire bouger des choses et avoir une influence. On a évoqué les PAT, qui se traduisent bien souvent par
des orientations de commande publique, de gestion des cantines des établissements scolaires ou d'autres dynamiques qui peuvent jouer bien sûr aussi là-dessus. Je vois que j'avance très lentement, enfin très vite, mais j'étais sans doute un peu ambitieuse. Quelques indicateurs de dépendance, je vais aller très vite parce que tout ça c'est tiré du rapport de l'ADEME, pardon, pas de l'ADEME, de France Agrimaire de 2023, mais je vais rappeler des choses simplement pour dire qu'il n'y a pas d'indicateur de souveraineté alimentaire, vu que la souveraineté alimentaire, ce n'est pas quelque chose de défini. Par contre, on a des indicateurs de dépendance qui peuvent être utiles pour éclairer les choix qu'on veut faire en matière de souveraineté. Donc, quelques graphiques, mais que je ne vais pas forcément commenter. La France est autosuffisante en porc, en produits laitiers, presque autosuffisante en œufs, en bovins, moins en poulet, ovin, et loin de l'autosuffisance en soja. Je parle là en volume. On a des expositions au commerce extérieur assez variées des différentes filières animales, par exemple, qu'il s'agisse de dépendance à l'importation ou de dépendance à l'exportation des productions. Contrairement à l'Union européenne, la France exporte 2 fois plus de calories que les Français n'en consomment. Donc on est loin quand même de vrais risques pour l'approvisionnement alimentaire en France. Mais à noter qu'on a des déficits en oléoprotéagineux et en produits transformés. La France exporte des protéines végétales et animales, mais est dépendante de l'azote qui les compose, notamment pour les tourteaux et les engrais azotés. Et en termes de surface, après une perte importante de surface entre 2000 et 2010, la SAU s'est stabilisée et elle est très largement aujourd'hui mobilisée pour l'alimentation animale, environ la moitié. Et s'il y a eu une baisse très importante de l'effectif des exploitations, 20% en 10 ans, entre 2000 et en 10 dernières années, cette baisse est intégralement compensée par l'agrandissement moyen des exploitations. Il n'y a pas eu ce qui explique que la stabilisation de la SAU sur les 10 dernières années. On a déjà regardé ce graphique plusieurs fois hier, mais qui montre qu'une faible part en volume de la production végétale agricole est destinée directement à l'alimentation humaine. Vous avez aussi dans le programme Philharmonie un certain nombre de graphiques de ce type qui sont réalisés pour toutes les filières et je vous incite à les regarder, c'est tout à fait instructif. Là, c'est l'exemple de la viande bovine et donc, pour tous, ça montre que malgré des flux d'importation et d'exportation à chaque étape, l'essentiel de la production bovine est destiné à l'alimentation humaine nationale et c'est un peu le cas pour les autres productions. Je passe là-dessus parce que je vois que j'avance trop lentement, enfin trop vite, mais que bref, je dis trop de choses. À retenir, la situation actuelle de l'agriculture française n'est absolument pas critique du point de vue de l'approvisionnement alimentaire en volume, mais la spécialisation de l'agriculture française en élevage se traduit par une forte dépendance du secteur aux importations pour l'alimentation animale, moindre qu'à l'échelle européenne, mais quand même significative. Alors, quels enjeux pour les politiques agricoles et commerciales ? Je vais venir tout de suite à la priorité des priorités qui est inscrite au plan stratégique national. La première page, après le sommaire, qui dit la priorité, c'est quoi ? Alors, on pouvait penser Farm to Fork, Green Deal, tout ça, que ce serait la transition. Non, la priorité des priorités inscrites par le ministère de l'Agriculture, c'est le revenu des agriculteurs, le maintien, finalement, du soutien au secteur agricole. Priorité justifiée par une grande dépendance du revenu agricole aux aides de la PAC, plus de 50% en moyenne, et tout ça joue en faveur d'un statu quo sur les critères d'attribution des aides de la PAC, parce que si on bouge, ça suppose que les actuels bénéficiaires vont y perdre. Or, aujourd'hui, il y a une forte dépendance au revenu d'une partie importante des bénéficiaires aux aides de la PAC. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au niveau européen, malgré la libéralisation des échanges, la politique commerciale européenne maintient une protection des secteurs sensibles à la concurrence internationale. Et tout en respectant l'accord agricole de l'Uruguay-Rand, il reste une protection des produits, notamment d'élevage, sensibles, restés à des niveaux élevés. Et en fait, la protection
par rapport aux importations en quantité sur le marché européen est assurée notamment par des contingents tarifaires, c'est-à-dire des volumes ouverts à des importations à droit de douane réduit ou nul très limités, qui correspondent à quelques points de pourcentage de la consommation européenne. Mais par contre, les autres importations, au-delà de ces volumes, sont soumises à droit de douane très élevé. Et par là-dessus, l'Union européenne utilise très fortement le droit à se protéger et à protéger la santé des hommes, des animaux, des écosystèmes d'attaques sanitaires et phytosanitaires, et le droit aux consommateurs d'être informés et d'avoir le droit de choisir sur la qualité des produits en fonction des informations dont ils disposent, et au titre des accords SPS et OTC qui datent aussi de 1995. Et c'est ainsi que, même si ça fait l'objet régulièrement de contestations à l'Organisation mondiale du commerce, mais l'Union européenne continue d'interdire, par exemple, l'accès au marché européen de tout bœuf élevé aux hormones, porc élevé à la ractopamine, poulet désinfecté au chlore, etc. Et ceci constitue des protections non tarifaires effectives, comme en témoignent, par exemple, les très faibles, 400 tonnes, je crois, de bœuf qui vient du Canada chaque année sur le sol européen, alors que suite à l'accord avec le Canada, qui date de 2017, des ouvertures de contingents tarifaires à droit de douane nulle ont été ouvertes pour plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Donc ce sont ces barrières non tarifaires sont effectives. Par contre, elles peuvent aussi être l'objet d'attractivité pour des exportateurs. Si je reprends le cas de la viande bovine, dans le cas de l'accord UE-Mercosur, on a déjà aujourd'hui des importations européennes de viande bovine en provenance du Mercosur qui se font dans le cadre de contingents tarifaires préexistants à droit de douane nul ou réduit, mais aussi qui se font hors quota, c'est-à-dire à droit de douane très élevé. Et donc, c'est ce qu'on a beaucoup entendu dans les médias comme panique à propos de cette ouverture d'un nouveau contingent tarifaire de 99 000 tonnes est à relativiser, dans le sens où, aujourd'hui, un quart des importations européennes de viande bovine depuis le Mercosur se font déjà en dehors des contingents tarifaires, c'est-à-dire à droit de douane entre 40 et 60%, selon que c'est de la viande bovine congelée ou fraîche. Ce qui veut dire que la mise en place de ce nouveau contingent tarifaire à droit de douane à 7,5%, très inférieur au droit de douane hors quota, n'amènerait absolument pas un excédent, enfin plus 90 000 tonnes de viande bovine sur le sol européen, issu du Mercosur, mais beaucoup moins, de l'ordre sans doute de la moitié au maximum. Ça va surtout se traduire par un remplacement d'importations hors quota à droit de douane plein par des importations in quota à droit de douane réduit au bénéfice des exportateurs qui peuvent bénéficier d'un prix européen supérieur au prix ailleurs dans le monde, précisément du fait de ces contingentements qui limitent l'accès sur le marché européen de la viande bovine. Mais évidemment, derrière les débats sur ce quota se cache plus généralement une crainte liée à précisément la qualité des produits qu'on souhaite voir arriver sur le marché européen. Et au-delà de la viande aux hormones, eh bien, il est clair que de nombreuses molécules phytosanitaires pour la production végétale, liées à l'alimentation animale, l'usage des antibiotiques, qui sont interdits dans l'Union européenne, sont autorisés dans les pays des Mercosur et ne font pas l'objet de restrictions, enfin de mesures à l'entrée, puisque ce qui est mesuré, c'est sur le produit qui passe la frontière. Porte-t-il en lui un danger pour la consommation ou les écosystèmes? Donc si ça respecte les limites maximum de résidus de pesticides, par exemple, il n'y a pas de raison OMC compatible de dire j'interdis que le pays exportateur utilise tel pesticide interdit en Europe. D'où le grand débat sur comment introduire des clauses miroirs. Beaucoup de gens travaillent là-dessus. Ça pose des vraies questions
je dirais, technique, de définir les clauses miroirs, définir le surcoût qu'occasionne le respect de la réglementation européenne par rapport à ailleurs et surtout la vérification qu'on n'impose pas ce surcoût à des producteurs qui pourraient, hors du monde, justement respecter cela. Enfin, ça pose beaucoup de questions. Je vais conclure par... bon, quand même, on a aujourd'hui une controverse très importante, une opposition très forte qui s'est exprimée au niveau européen, des visions politiques antagonistes qui s'affrontent au niveau politique entre États membres et entre parlementaires, entre une vision transformatrice des systèmes agricoles afin de sauvegarder les ressources, atténuer le changement climatique, la protection de la biodiversité, quitte à réduire la production afin de limiter la pression sur les écosystèmes. Le corollaire, c'est la nécessaire réduction de la consommation globale, qui passe par la réduction de la part carnée de l'alimentation, qui s'oppose à une vision conservatrice qui s'est développée depuis 2022 très clairement, où la priorité, c'est de maintenir le niveau de production et d'exportation des biens agricoles et alimentaires protégés de la concurrence internationale, quitte à alléger ce qui est considéré comme des contraintes environnementales qui entravent cette dynamique. Le corollaire, en termes de consommation, c'est le refus de toute mise en cause de la consommation et des systèmes alimentaires. C'est illustré par plein de votes qui se sont tenus ces dernières années. Il y a des moyens de mettre en cohérence tout cela, d'avoir de poursuivre éventuellement le Green Deal, etc. Bon, les forces politiques sont pas tout à fait en la faveur, on peut dire, ont du plomb dans l'aile, sans mauvais jeu de mots. Mais pour autant, il y a des moyens d'agir au niveau du commerce et de la concurrence interne et externe. Ça ne peut pas passer sans une harmonisation très claire des règles au sein du commerce intracommunautaire. Je fais allusion ici au fait que je travaille, par exemple, en recherche sur les dérogations massives utilisées par les États membres pour avoir le droit d'utiliser, en cas d'urgence récurrente tous les ans, tellement c'est urgent, les pesticides interdits. Et puis la question des clauses miroirs qui mérite d'être instruite, et je pense très clairement qu'il y aurait une voie pour trouver quelque chose d'OMC compatible, mais c'est vraiment un dossier complexe. En termes de soutien sectoriel et de la PAC, la remise en cause de la PAC n'est impossible sans envisager en même temps la compensation des perdants, ou d'envisager les choses sur un temps différent en prenant en compte l'opportunité du renouvellement générationnel et de séparer les règles qui s'appliquent aux nouveaux entrants, un peu comme une clause du grand-père par exemple. Et en termes de consommation, c'est l'éléphant dans la pièce quand même. Aujourd'hui, les consommateurs, d'une façon générale, se réorientent vers des produits moins chers, alors que les produits de qualité qui respectent un certain nombre de critères environnementaux et de respect sont plus coûteux et ne peuvent difficilement être s'aligner sur... Donc, sans doute manque-t-il un volet politique alimentaire qui aujourd'hui est quasi insuffisant, sachant qu'outre-Atlantique, l'essentiel de la politique agricole américaine, c'est des bons de consommation de produits alimentaires. Je suis désolée, j'ai dépassé. Merci de votre attention. Merci pour cette présentation très très complète qui pose un certain nombre d'enjeux, alors à la fois sur les thématiques propres à ces enjeux agricoles et alimentaires, mais peut-être aussi pour